Bonsoir à tous pour cette table ronde sur les discours de haine en ligne. Donc, la haine en ligne, d'où ça vient? Le 20 octobre 1969, ARPANET transportait son premier message pour dire quoi? Login. Login qui veut dire, vous le savez tous, connexion. Donc pourquoi j'entame comme ça? Parce que des connexions depuis, il y en a eu beaucoup. Il y en a de plus en plus chaque jour. Donc ces connexions qui nous ont amené beaucoup de bien, faut pas l'enlever, mais a aussi créé une capacité exponentielle de se mettre des fions et de dire des choses qu'on ne dirait pas dans la vie réelle, avec vraiment des discours qui parfois dépassent le cadre de la loi, et puis parfois tombent aussi dans une zone grise et détruisent des vies. Donc nous allons parler de ce sujet réjouissant. En particulier, le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il du cyberharcèlement? Comment il se propage? Comment on peut s'en prémunir? Ce que dit la loi sur le sujet? Où s'arrête la liberté d'expression? Et une petite mise en abîme en se demandant est-ce que nous ne sommes pas tous des cyberharceleurs en puissance? Donc, pour parler de ce merveilleux sujet, je vais laisser chaque intervenant se présenter, pour la bonne et simple raison qu'ils se connaissent mieux que je ne les connais. Alors bonsoir, donc moi je m'appelle Stéphanie Devancé, je suis professeure des écoles, détachée depuis une dizaine d'années dans un syndicat d'enseignants, donc je fais partie de ces espèces de feignasses qui n'ont plus d'élèves, qui ne sont pas dans la classe et qui en plus font de la politique et militent, voilà, et qui donc se retrouvent confrontés à des militants d'autres syndicats qui ne sont pas d'accord. Ce qui m'a posé quelques problèmes dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Voilà, et puis moi, je suis Vlad Tapaz, je suis co-créateur de la chaîne YouTube La Tronchambier qui parle d'esprit critique et co-créateur de l'ASTEC, qui est une association qui milite plus ou moins avec le même objet, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Donc de temps en temps, nous chatouillons certaines idées reçues et c'est pas forcément très bien perçu par des gens, voilà. Bonsoir, donc moi j'étais blogueuse sous le nom de Madame Captain dans le domaine de la parentalité. J'ai été victime de certaines dérives que j'ai dénoncées par la suite, ce qui a déplu fortement également, on en parlera. Sébastien Canvet, je suis un tout jeune youtubeur, comme vous pouvez le voir, et je suis juriste. Je connais relativement bien tout ce qui tourne autour du droit et des ordinateurs, et donc j'ai été amené ici pour dire que le droit ne pouvait, hélas, beaucoup moins que ce que l'on pourrait croire pour protéger les victimes de cyberharcèlement. Donc pour commencer, j'aimerais, s'il vous plaît, commencer par le vocabulaire. Est-ce qu'on pourrait définir les grands termes dont on va se servir ensuite? Je pense comme ça, troll, harceleur, dogpiling, enfin vous en connaissez beaucoup plus que moi, mais enfin voilà, les mots importants dont on va parler après, si vous pouviez définir qu'on ne soit pas perdu. Alors je vais vous décevoir, ils sont tous très flous. Et ils ne veulent pas dire tous la même chose pour tout le monde, suivant les périodes. Donc c'est un peu compliqué. Je peux essayer d'en définir deux que je connais bien. Donc il y a le terme troll. Le troll à l'origine, donc les anciens qui ont connu Usenet, donc le début des échanges un petit peu importants sur Internet, décrivent le troll comme étant celui qui met la pagaille, un peu comme le personnage de Tullus Detritus dans la Zizanie, le fameux album d'Astérix. C'est-à-dire que le troll, il intervenait dans un forum de discussion, enfin dans un fil de discussion, en s'organisant pour que les autres se disputent sur le sujet du fil, sans avoir l'air d'en avoir été à l'origine. Donc c'était assez subtil comme exercice. Il s'agissait vraiment de titiller, et de faire apparaître d'éventuelles contradictions entre les personnes qui participaient au fil pour qu'ils s'écharpent entre eux sans en être directement mêlés. Cela a évolué. On a aussi la conception du troll humoristique qui est là pour se moquer des gens qui se prennent trop au sérieux. Ce qui a son utilité d'ailleurs dans les débats. Quelquefois, on a tendance à tourner en boucle entre nous et le fait qu'il y ait quelqu'un qui titille avec de l'humour, ça peut être bénéfique pour un groupe.
Et puis on arrive jusqu'au troll malveillant et qui peut devenir harceleur, insultant, menaçant, etc. Et là, on bascule dans d'autres choses. Alors sinon, pour le harcèlement, moi j'aime bien ne pas faire de différence entre le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est-à-dire que le cyberharcèlement est juste une déclinaison en ligne de ce qui se passe depuis la nuit des temps. On va faire un petit appel à l'ancienneté dans nos sociétés humaines. Donc il s'agit d'actes répétés qui visent toujours une même victime pour lui nuire, hein, dans l'objectif de lui nuire. Et le harcèlement peut être fait par une personne envers une autre personne, ou par un groupe de personnes envers une personne, ou par un groupe de personnes envers un autre groupe de personnes. Voilà. Mais c'est très sommaire et c'est très fluctuant. Et on a chacun un peu sa définition en fonction de ses expériences. Alors je ne sais pas si on peut avoir des définitions un peu plus juridiques. Oui, j'hésite un peu à les donner dès maintenant parce que j'aimerais autant vous entendre vos témoignages et qu'après je rationalise d'un point de vue juridique. Je pense que ce serait plus logique et plus compréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez? On joue comme ça? Qui commence? Du coup, alors, je vais donner la définition que moi je donne au harcèlement, et après je donnerai une autre définition qui est très très connexe mais extrêmement différente à l'échelle individuelle, c'est le dogpiling. Donc, en gros, le harcèlement, c'est le fait, à l'échelle individuelle, en gros, d'envoyer plein de messages à une seule et même personne, en fait, d'avoir une action motivée et répétée à l'endroit d'une personne. Bon, ou plusieurs, mais à ce moment-là, c'est juste plusieurs harcèlements. Le dogpiling, c'est plus subtil. Le dogpiling, c'est quand, au lieu d'avoir une personne qui envoie 1000 messages, en fait, c'est 1000 personnes qui envoient un seul message. Mais, en fait, la personne qui à l'arrivée reçoit les 1000 messages, peu importe que ça vienne d'une personne ou que ça vienne de 1000, en fait, la charge mentale, elle est identique, et j'ai presque même envie de dire qu'elle est pire quand il y a 1000 personnes qui envoient un message, parce qu'au moins, on peut même pas se dire, c'est bon, c'est un harceleur. Non, 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 non. Il y a 1000 personnes qui m'envoient un seul message. Franchement, au niveau de la charge mentale, c'est bien, bien, bien pire. Et quand on travaille sur Internet, bien plus souvent, on est victime de dogpiling que de harcèlement. Et ça, tu pourras le confirmer, mais je crois que juridiquement, on ne peut rien faire contre ça. Donc, tu nous diras après, t'inquiète pas. Je dis que c'est... Parce que du coup, en fait, et c'est là que ce que tu disais dans ton éditorial, c'est très très vrai, potentiellement, on peut tous être des harceleurs, parce que potentiellement, sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas trop regardé, on a été énervé par un truc, on a envoyé un message désobligeant à une personne, sans se rendre compte que, ah merde, en fait, il y en a 999 autres qui l'ont fait. Donc, on a participé à du dogpiling, on a participé à une campagne de harcèlement sans s'en rendre compte, alors que peut-être, on n'avait rien contre cette pauvre personne. On était mal luné, c'était pas le bon jour. Il y a plein de raisons, il y a plein de mauvaises raisons de le faire, mais il y a plein de... Voilà. Donc, disons, je vais dire, il y a plein d'excuses pour le faire, mais une excuse n'est pas une raison. Et voilà, peut-être, potentiellement, qu'on a tous, sans s'en rendre compte, participé à une campagne de dogpiling un jour ou l'autre. C'est possible. Donc, il faut être très très vigilant à ça. Quand on est sur Internet, on n'est pas tout seul. Tu veux que j'en parle? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que peut-être après les définitions et puis après on parle de nos expériences. Ouais, vas-y. Ah, le doxing, très très juste. Donc, moi, je vais rajouter une notion qu'on appelle le doxing, qui est en fait l'acte de révéler les informations personnelles des personnes qui décident d'agir sous pseudonymat. Parce que l'anonymat sur Internet est illusoire, on parle de pseudonymat, parce que l'anonymat est impossible. Donc on parle de pseudonymat. Et donc le doxing, c'est le fait de révéler quand une personne choisit, par exemple, Vled Tapas, et on va dire, en fait, il s'appelle Éric Dupont, et il vit à Paris dans le 6e arrondissement. Et voilà. Et du coup, on révèle des informations privées personnelles sur les gens, et ça s'appelle le doxing, et c'est un des outils du cyberharcèlement. Donc, sur la base de cette définition, est-ce que tu vas en parler de ce que le droit en dit? Donc, tout d'abord, il ne faut pas toujours croire, hélas, que le droit peut nous protéger très très facilement. Pour une raison première, c'est tout simplement que
nous avons la chance d'être dans une démocratie, dans un état de droit, et que nous bénéficions tous d'une présomption d'innocence. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est à la victime, qui est déjà forcément mal à cause de ce qui lui arrive, de devoir ressasser, ressortir tout un tas de choses dont elle sait pertinemment qu'elle a été victime, et elle va essayer d'obtenir une condamnation. Et Stéphanie nous racontera que ce n'est pas toujours un chemin de tourpeau, et que de temps en temps, on échoue à faire condamner les personnes qui sont pourtant responsables. Alors, ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que de temps en temps, moi qui passe mon temps en tant qu'universitaire à critiquer le travail du législateur, de temps en temps, il le fait un petit peu bien. Et on a la chance d'avoir un certain nombre d'outils juridiques qui sont relativement cohérents pour lutter contre tous ces comportements. Je pense par exemple, notre vieille infraction d'injure et de diffamation, ça date de la loi de 1881, une bonne vieille loi de 1881 qui est toujours actuelle, parce qu'elle a été modernisée pour tenir compte des nouvelles technologies. C'est la loi sur la liberté de la presse, qui a été adaptée dans les années 60 à la radio, dans les années 80 à la télévision, puis dans les années 2000 à Internet. L'injure et la diffamation, ça fait partie de ces poursuites que l'on peut utiliser pour tenter de lutter contre les harceleurs, contre les personnes qui font du doxing. Attention, Stéphanie en parlera davantage que moi. Il s'agit d'un droit très particulier, avec une procédure très particulière, et si un jour, j'insiste ça à chaque fois, et j'aurais aimé te connaître avant pour te donner ce conseil, il faut faire très attention et ne pas confier ça à un avocat généraliste. C'est vraiment un boulot de spécialiste. Je m'arrête là. Le harcèlement est également poursuivi et peut être condamné. On a dans le Code pénal un article qui s'appelle l'article 222-33-2-2 qui permet de poursuivre quelqu'un lorsque la personne tient des propos, des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale de la personne. Et donc je corrige ce que disait Vled tout à l'heure, en ce sens que ton affirmation que je revienne, elle m'échappe. Tu disais que... Voilà, je disais que c'était des attaques répétées en gros. Ah oui, les attaques répétées par plusieurs personnes. Voilà, tout à fait. Par plusieurs personnes, c'est le dog timing. Alors justement, si le même article du Code pénal permet justement de poursuivre, mais c'est une réforme récente, je ne me souviens plus quand ça a été fait, c'est en 2019 je crois, réforme de 2019. Oui, tout à fait. Et lorsque le harcèlement peut venir d'une même personne ou de différentes personnes sous l'instigation d'une seule personne, voire de diverses personnes, même sans que quelqu'un soit à l'origine du harcèlement, du moment que les diverses personnes qui harcèlent sont au courant qu'il y a un harcèlement. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait précieux. J'ai d'autres choses à dire, mais je préfère le garder pour tout à l'heure. Il y a évidemment dans le texte, dans cet article du Code pénal, un certain nombre de circonstances aggravantes lorsque c'est commis sur un mineur, lorsqu'un mineur y est assisté, et lorsque ça a été fait par des instruments de communication en ligne, bien évidemment, d'où la réforme de 2019. Je m'arrête là. Sébastien, est-ce que l'affaire Mila tombe sous ce mécanisme-là ? Oui, très clairement, je l'ai pas travaillé celle-ci, mais oui, très clairement, il y a eu un harcèlement, et pour autant que je sache, il y a effectivement une poursuite, bien évidemment. Moi, j'ai travaillé pas mal, j'ai fait une vidéo, les habitués de la chaîne la connaissent, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Sardoche, et je parle évidemment de l'affaire Mila qui s'est terminée avec cet aspect tragiquement définitif que l'on connaît. Je préfère essayer de m'arrêter parce que je vois toujours le signe qu'on me donne pour me donner la parole, mais assez rarement celui qu'on me fait pour me la retirer, donc je préfère m'interrompre moi-même. Est-ce que vous voulez parler de vos expériences personnelles, du coup, Mme Captain ou Stéphanie ? Du coup, je vais commencer. Comme ça, après, ça sera peut-être plus léger. Donc, je vais essayer de résumer très brièvement parce qu'évidemment, le harcèlement, c'est sournois, c'est insidieux, ça se construit petit à petit. Donc moi, je vais vous parler de jusqu'où ça a été pour ma part. Donc je bloguais, je militais sous pseudonymat.
J'essayais autant que faire se peut de parler du discours contre lequel je luttais et pas des personnes, mais forcément les personnes qui portaient ce discours, voilà, se sentaient visées, d'autant plus que avant d'avoir une petite communauté derrière moi, il avait pu m'arriver d'afficher certains posts directement, sans anonymiser, en poussant un coup de gueule, en disant non, là ce discours c'est pas possible, cette personne fait la promotion de certaines dérives, voilà. Et donc du coup, ces personnes ont trouvé mon identité. Ceux-là sont communiqués entre elles via message privé, avec des photos de ma maison, avec l'entreprise où travaille mon mari, avec l'école où vont mes enfants. Et un jour, j'ai reçu un MP m'appelant par mon vrai prénom et me nommant toutes ces informations en disant maintenant ça suffit, tu vas arrêter. J'ai screené ce message et je l'ai partagé en story en mode regardez, ces mamans bienveillantes, l'envers du décor, ce qui se passe. Et quand elles ont compris qu'en fait c'était pas un levier pour me faire taire, c'est construit tout un narratif. Je pense qu'on est tous familiers ici avec ce que c'est l'homme de paille, l'épouvantail. Donc il y a tout un narratif qui s'est construit autour du personnage que j'incarnais à travers mon pseudonymat. Tout un discours justement me faisant passer pour une cyberharceleuse, une méchante sorcière à brûler au bûcher. Et c'est allé jusqu'à des influenceurs dans le milieu de la parentalité avec lesquels j'ai discuté et qui m'ont dit « Mais tu sais, en m'appelant par mon prénom, ça fait 2 ans qu'on accumule des informations sur toi. Ça fait 2 ans, on est en train de se rassembler à plusieurs personnes. Et en fait, par un moyen ou par un autre, on va te faire taire. » Et ce message-là, précisément cette conversation-là, adjointe à l'accumulation de tout ce qui s'était passé pendant des mois et des mois avant ça, m'a poussé à une tentative de suicide. Tentative de suicide qui a été niée. Quand j'ai quitté les réseaux sociaux, les soutiens que j'avais sur les réseaux sociaux ont été elles-mêmes harcelées à leur tour, jusqu'à ce qu'elles me désavouent et jusqu'à ce qu'elles se rallient au narratif qui avait été créé autour de Madame Captain. Donc c'est d'aller très loin, et ça ne s'est pas arrêté là, puisque du coup, après ma tentative de suicide, j'ai eu le plaisir de recevoir un courrier des services sociaux, parce que nous avions été signalés à l'ASE. Donc l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc on a eu un signalement des services sociaux et l'enquête s'est conclue la semaine dernière. Donc ça, c'était en octobre, ma tentative de suicide. Et ça s'est conclu la semaine dernière. Ça s'est très bien conclu. Les services sociaux, on est tombé sur des gens formidables. Et ça s'est conclu sur l'assistante sociale et la puéricultrice qui nous disaient qu'on avait été une parenthèse rafraîchissante dans leur carrière. Parce qu'elles ont bien vu qu'il n'y avait pas de problème, en fait, et que c'était juste l'instrumentalisation d'une instance publique pour poursuivre le cyberharcèlement. Vu que j'avais quitté les réseaux sociaux, c'était pour m'atteindre autrement qu'à travers les réseaux sociaux. Que j'ai décidé de quitter. Donc, contrairement à Vled, contrairement à Stéphanie, moi, j'ai décidé d'arrêter. Parce que c'est allé trop loin, parce que j'ai un enfant autiste, et parce que du coup, c'était trop. Voilà. Donc, ça, c'est mon histoire. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, on est peut-être potentiellement tous cyberharceleurs. Parce que du coup, moi, dans mon militantisme, il m'a été reproché d'harceler. Et j'en ai parlé avec mon avocate, parce que du coup, j'en ai douté. Ce narratif était tellement fort que je me suis posé des questions. Et donc, j'ai soumis tout ce qui était considéré comme preuve par mes harceleurs à mon avocate en disant « Est-ce que j'ai cyberharcelé ?» La réponse est non. La réponse est « Je ne suis pas attaquable sur le plan juridique. » Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que tout le narratif autour de Madame Captain a été monté et que ça en arrivait à ça. Puisque juridiquement, on ne pouvait pas me faire taire. Ça a pris la voie du cyberharcèlement. Merci. Pareil après ça. Déjà, tu as raison d'arrêter les réseaux sociaux, parce que personne n'a le devoir de militer, personne n'a le devoir d'être sur le terrain, et on a tous une santé mentale qu'il faut préserver. On devrait toujours être la première cible de nos bienfaits. Donc, voilà, si jamais il y en a parmi vous qui se retrouvent dans le même cas et que vous avez envie d'arrêter, que c'est nécessaire pour vous préserver, faites-le. Moi, je suis revenu, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et le lâcher-prise, c'est important. Le lâcher-prise, c'est hyper important. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'étais dans des périodes de harcèlement beaucoup trop fort, de juste me barrer des réseaux sociaux, de me dire, allez, je prends 1 semaine, 2 semaines, 1 mois.
J'y vais plus. Je prends soin de moi et dès que je récupère de la force mentale, eh ben, j'y retourne. Et au moment où je me barrais des réseaux sociaux, j'étais jamais certain que j'allais vraiment revenir. Bon, bah, le fait est que je suis revenu. J'ai la chance d'avoir derrière moi une communauté formidable, d'avoir des amis exceptionnels. Voilà, c'est ce qui fait beaucoup de bien. Et bon, bah oui, alors en ce qui me concerne, bah, en fait, pas sur les domaines de la parentalité, mais sur beaucoup de domaines qui sont liés à l'esprit critique. Nous aussi, dans mon équipe, on érafle des idées préconçues et on érafle des croyances qui, pour certains, relèvent d'adhésions très très fortes et qui même parfois sont importants pour eux sur le plan identitaire. On ne nie jamais la souffrance des gens. Il faut pas, jamais. Mais pour autant, on peut aussi, on sait qu'on a un devoir de militance et un devoir important à faire, quoi. Et donc, c'est arrivé qu'on se prenne du harcèlement sur la tronche. Il y a des personnes qui nous ont vraiment harcelés. On a fini par les bloquer. C'est pas aller plus loin. On a eu plusieurs fois des menaces parce que comme on fait des lives en public, bon bah les gens savent où on est. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens nous disent ouais bah voilà, on sait où vous faites le live, bah prochain live vous pouvez nous attendre, on sera là. Alors on n'a jamais vu personne par chance, mais on a toujours cette petite quand on fait des lives en public, on a toujours cette petite ce petit truc dans la tête de ouais mais si on tombe sur un qui est un peu plus vénère que les autres, ça peut arriver. Et en ce qui me concerne, le sommet du truc, c'est que je me suis fait outer sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, mon orientation sexuelle n'est plus un secret pour personne. Je suis très très à l'aise avec. Et au moment où j'étais outé, j'étais tout à fait à l'aise aussi. Tous mes proches étaient au courant. Voilà, le fait que je sois queer, c'est absolument pas un problème pour moi. C'est pas un sujet de honte et c'est pas un levier qu'on peut utiliser contre moi. Pour autant, l'identité numérique, c'est une identité qu'on choisit de se faire. Et quand cette identité commence à trop aller vers notre identité privée, ça fait peur. C'est pas au point que que mon adresse a été révélée. C'est pas au point où il y a des choses comme ça. N'empêche que j'avais décidé que Vlad Tapas, c'était quelque chose. Donc voilà, il y a eu Vlad Tapas. Et d'un seul coup, quelqu'un est arrivé et a dit mais en fait, Vlad Tapas, non. On va révéler c'est qui Anthony. Voilà, comme ça vous avez mon prénom. On va dire c'est qui Anthony. Anthony, par exemple, voilà, toi tu fais des trucs, tu fais du mal à la communauté gay en étant toi-même gay. C'est une honte. Donc, le fait que des gens balançaient que je faisais du mal à la communauté gay, bon, bah, voilà, c'est le genre d'accusation complètement stupide qu'on peut se prendre de temps en temps. Et là, j'ai eu en plus le fait de tu t'attaques à la communauté gay, en plus tu l'es toi-même. Genre, waouh, mais j'avais pas décidé de le dire en fait. Et bon, bah, c'est pas facile à comprendre quand on est une personne hétéro, mais en fait, le moment de son coming out, le moment où on révèle son orientation sexuelle, pour nous autres, personnes queer, en fait, c'est un moment généralement très important. C'est un moment charnière dans notre existence, parce que c'est vraiment un moment dans lequel on dit au monde bonjour, je suis pas comme tout le monde, et potentiellement, cette information-là, elle peut faire que demain, dans la rue, il y a quelqu'un qui gratuitement va vouloir me tabasser, voire même va vouloir me buter. Et ça peut même mettre potentiellement mes proches en danger. J'avais des ex qui avaient peur de ça, voilà. Parce que identité publique et que identité publique gay, c'est compliqué. Ça m'est arrivé la veille de Noël. LOL, vraiment histoire nulle. En plus, j'étais chez mes beaux-parents de l'époque. Alors, j'étais même pas chez moi dans un environnement safe. Donc, vraiment, tout était nul. Et j'ai passé un très mauvais moment. Et en plus de ça, voilà, toi tu disais tentative de suicide, on a nié le fait que tu aies fait une tentative. Bon bah moi j'ai fait une vidéo pour en parler parce que je me suis dit ok, on m'a dépossédé du moment où je fais mon coming out, on va au moins me laisser le faire comme je le veux. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je faisais mon coming out avec mes propres mots. Et là on m'a accusé de récupération. Genre ouais je récupère mon agression. Alors déjà oui, donc nique. Mais ouais, tu t'es fait outer et tu te sers du fait que tu t'es fait outer pour te présenter en victime. Bah parce que je suis une victime en fait, espèce de tas de neige. Donc je vais pas m'excuser de m'être fait outer en plus. Qu'est-ce que ça veut dire Donc voilà, aujourd'hui j'ai plus aucun problème et si on peut considérer que j'ai récupéré ça, c'est uniquement parce que je m'en sers comme d'un fer de lance pour dire voilà, alors oui, je suis queer, en plus dans une discipline dans laquelle les queers ne sont pas vraiment beaucoup représentés, la vulgarisation scientifique. Oui, je suis queer, je m'en sers peut-être, oui, à des fins militantes, c'est possible, pour bien montrer que ouais, bah, on peut être queer et faire de la science, on peut être queer et avoir une identité publique saine, et on peut s'être fait outer et continuer
à vivre très très sainement. Donc voilà, et alors après, à côté de ça, il y a énormément d'autres petites campagnes de harcèlement, énormément de dogpiling, voilà. Mais voilà, et du coup, quand je me suis fait outer, il y a vraiment deux camps qui se sont créés. Il y a le camp de mes harceleurs qui disait que c'était une honte que je parle du fait que je me suis outé, parce que le mec qui m'a outé, j'ai caché son nom dans ma vidéo, je ne l'ai pas révélé, mais j'ai montré ses tweets, et du coup, il y a des personnes qui l'ont cherché, et il s'est pris quelques messages pour dire mec, c'est chaud, l'outing c'est mal. Je ne sais pas combien il s'en est pris, mais pour lui, c'est fait harceler. Donc je ne vais pas remettre en question son témoignage. Peut-être qu'il s'est senti harcelé, peut-être qu'il a beaucoup, beaucoup souffert. Et le fait est qu'il s'est senti obligé de changer de compte Twitter pour ça. Je ne mets pas sa souffrance en question. Il a souffert peut-être, mais on me le reproche aujourd'hui. Genre oui du coup à cause de toi il s'est fait harceler, il a été obligé d'arrêter. Mais putain, il m'a outé, j'ai juste répondu. Il aurait fallu que je sois une bonne petite victime qui se tait. Voilà ce qu'on exigeait de moi, que je sois une bonne petite victime qui se tait et qui ne se défende pas. Il n'en est pas question. Donc le concept de harcèlement est aussi parfois récupéré. Toi-même, tu l'as montré parce qu'il y a des personnes qui prétendent que tu les harcelais. Ce mec-là, non. Je peux affirmer que je n'ai pas alimenté de dogpiling contre lui. Jamais je n'ai donné son identité. Jamais je n'ai rien fait qui aille dans ce sens-là. Et donc c'est une honte de récupérer le concept de harcèlement à son propre compte. Ça pour le coup, bon là c'est un peu le cœur qui parle et moins la raison, mais non c'est pas acceptable. Donc voilà, c'est un sujet complexe et avec beaucoup d'anfractuosité et nous allons passer à la suite. Quelle réjouissance! Merci Vlad. Bon, je vais essayer d'être rapide. Non, mais vous avez été rapide et c'est compliqué de condenser. Donc, en gros, alors évidemment, je caricature pour que ça soit plus simple. Chez les profs, il y a deux camps. Il y a des syndicats pour chaque camp. Il y a les réactionnaires qui font tout à l'ancienne. Et il y a les progressistes qui font tout moderne, numérique et tout. Et dans les deux cas, évidemment, les deux extrêmes sont des gens qui ne font pas bien leur boulot. Mais il se trouve que moi, je suis dans le camp des pédagogistes. Vous savez, les affreux, là, qui utilisent le numérique et qui laissent les enfants faire n'importe quoi dans les classes. Bon, bien sûr, je caricature. Et donc, depuis que je suis déchargée à temps plein dans un syndicat, donc comme je vous le disais dans ma présentation, c'est absolument une honte, parce que quand on est enseignant et qu'on n'a pas d'élèves, ça veut dire qu'on ne fout rien, quoi. Si je suis déchargée de mes tâches d'enseignement, c'est bien parce que le syndicat me prend tout mon temps et que j'y fais du travail, a priori, dans l'intérêt et dans la défense des professeurs et de la qualité de notre école publique. Donc, a priori, rien de honteux. Et le fait que je sois une femme, je pense, n'est pas étranger non plus à ça. J'avais déjà avant un compte Twitter qui était pas mal suivi, où je parlais beaucoup pédagogie. Et assez logiquement, il a pris une coloration syndicale. Quand on milite et qu'on croit et qu'on est dans une organisation dont on partage les valeurs, et voilà, je fais ci, je fais ça, je défends ça, je vais au ministère à une réunion sur telle thématique et c'est intéressant parce que les enjeux, c'est ça et ça, voilà. Et c'est des moments où il y a eu la réforme du collège et des choses comme ça qui ont fâché un certain nombre de collègues, on n'était pas d'accord. Alors après, les désaccords politiques, les désaccords de positionnement, les désaccords de choix pédagogiques, aucun problème. C'est très bien d'ailleurs qu'on ne soit pas d'accord parce que ça permet de trouver des solutions et de discuter. Bon, sauf que je me suis assez vite fait insulter, moquer de mon nom, traiter de décharger E-A-Y. Mon nom de famille se termine par A-Y, donc j'ai eu comme ça des petits noms, des petits hashtags, des choses comme ça. Donc ça, déjà, ça durait depuis un petit moment et ça s'envenimait, c'était désagréable. Et puis, il y a un moment où j'ai été interviewée par un journaliste sur le problème de Periscope. C'était en juin 2016. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Periscope, c'est quelque chose qui a disparu depuis. C'était des vidéos sur Twitter qui permettaient de se filmer et de se diffuser en ligne. Et à l'époque, c'était novateur. Ça n'existait pas de façon... Bon, il y avait Snapchat, mais Snapchat, c'était quand même très, très pointu. Et donc, il y avait une espèce de panique... moi, je dirais déclenché par quelques articles de journaux autour de ces jeunes qui filment en classe, qui filment leurs profs, qui filment leurs cours. Donc, il se trouve que, comme je suis la madame numérique de mon syndicat, c'est moi qui avais les appels des journalistes. Donc, j'ai passé une journée à regarder ces fameuses vidéos sur Periscope. Alors, on était au mois de juin, il ne se passait plus grand-chose. Vous savez qu'au mois de juin, en fin d'année,
Et les jeunes qui sont sur Periscope, ce n'est pas les élèves de primaire qui, eux, en juin, ont complètement classe, c'est plutôt les grands collégiens et les lycéens qui n'ont plus trop cours. Donc j'ai notamment vu plusieurs cours de lycée professionnel où il y avait souvent un adolescent qui se filmait dans sa trousse, en planquant son smartphone dans sa trousse. Donc généralement, sur l'image, on voyait lui et parfois son voisin. Parfois, au loin, on entendait le prof. Je n'ai pas vu, dans ce que j'ai vu, aucun lycéen qui filmait son prof et qui se moquait de son prof. Et puis, il y avait des petits commentaires, un peu comme sur les lives Instagram, où les viewers parlaient à la personne qui se filmait en disant « Vas-y, insulte ta prof, fais tomber ta règle, lève-toi ». Enfin, il y avait des espèces de petits défis comme ça. Et souvent, le jeune qui se filmait disait bah « Non, elle est sympa la prof, je ne vais pas l'insulter ». Il faisait des petites choses et des petites... Et honnêtement, ce que j'ai observé cette fois-là était plutôt du chahut numérique potache. Voilà. Donc, quand j'ai été interviewée par le journaliste, j'ai raconté ce que j'avais vu en disant que peut-être il se passait des choses plus graves. Et moi, ce que j'avais vu, c'était du chahut numérique potache, que je n'avais pas vu de professeur filmer. Et que, alors, bien entendu, je n'ai pas dit que c'était bien que les élèves fassent ça, que c'était légitime, etc. J'ai essayé de dédramatiser. Et puis, moi, les retours que j'avais dans un syndicat, on a des retours du terrain. Donc, je me suis informée. On n'avait pas de retour spontané. Donc, je me dis, il ne doit pas y avoir un gros problème. Parce que quand les collèges et les lycées sont à feu et à sang, on a des coups de fil au syndicat. Là, on n'en avait pas. Et les collègues auprès desquels je me suis interrogée m'ont dit, bah non, ça se gère bien. Parce qu'en plus, sur Periscope, ils se filment eux-mêmes. Donc, ils se font choper très vite. Donc, on les convoque dans le bureau, on dit que filmer en classe, c'est pas possible. Éventuellement, menace de conseil de discipline si ça se reproduit. Et généralement, ça se gère très très bien. Enfin, il n'y avait pas de... Ça ne veut pas dire qu'il y avait zéro souci, mais il y avait des soucis complètement gérables. Et d'ailleurs, à ma connaissance, malgré tout ce qui a été dit à l'époque, il n'y a pas eu de gros drames, fort heureusement, liés à cet usage. Et donc, mes détracteurs sur Twitter ont partagé massivement l'article en me faisant dire ce que je ne disais pas dans l'article, mais vous savez que sur Twitter, on ne lit pas les articles de journaux. Hein. On lit le titre et puis les commentaires qui sont faits dessus. Donc, elle dit que les élèves qui filment leurs profs, c'est potage, que c'est drôle, que c'est une bonne idée, etc. Et je me suis pris... une vague de harcèlement collectif. Alors certains ont fait plusieurs messages, mais plein n'ont fait qu'un seul message, de gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, en plus donc de mes harceleurs récurrents qui me disaient que j'étais irresponsable, une syndicaliste qui faisait honte à son métier. Et j'avais le hashtag ta gueule devancée que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai documenté un petit peu ça. Et là, j'ai ressenti ce que ça fait, de se recevoir plein de messages, de dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et on se dit, j'ai fait un truc de mal, forcément, quand plein de gens vous tombent dessus. Donc ça a été assez rude à vivre sur le coup. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qui s'était passé. Après, je suis retournée. Ça, c'est un conseil que je donne quand on se fait harceler ou quand on est victime d'un harcèlement, c'est de documenter parce qu'il y a un moment où ça sert à la personne qui s'est pris tout ça. Même si elle ne veut pas porter plainte et tout, ça peut lui servir de comprendre et de relire avec du recul. Et ça peut aussi aider une victime de dire ne t'en occupe pas, ferme ton téléphone. Et moi, je m'occupe de regarder ce qu'il y a et de documenter ce qu'il y a éventuellement de sérieux pour qu'on puisse en reparler quand la crise est passée. Donc il y a eu cet événement qui a été un peu pénible et que j'ai fini par surmonter. J'ai fini par écrire un article de blog pour essayer de décrypter un peu ce qui s'était passé. Et puis dans la foulée de ça, j'ai participé à un événement pédagogique sur la classe inversée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très moderne, c'est typiquement pédagogiste comme principe. L'idée, c'est au lieu de faire le magistral en cours et les exercices d'application et de compréhension en devoir à la maison, c'est d'inverser les choses et de faire plutôt une prise de connaissance des contenus d'enseignement à la maison par une lecture, par une vidéo, par de l'audio, et en cours plutôt de vérifier la compréhension et de faire les exercices d'application ou les exercices qui montreront la compréhension. Donc en soi, c'est... Voilà. On aime, on n'aime pas, on trouve ça bien, on trouve ça pas bien, ça c'est une question qui se discute. Et j'avais fait un tweet un peu provoquant en disant que les détracteurs de la classe inversée n'étaient pas là et que c'était dommage parce qu'il y avait des débats de haute volée pédagogique, parce qu'ils avaient été invités et qu'ils n'étaient pas venus, et c'est dommage. Et en réponse à ça, déjà quelqu'un que j'avais bloqué parce qu'il avait été malveillant et qui faisait partie des trolls qui m'embêtaient a fait une capture de cet écran, l'a tweeté à sa communauté où il y avait tous mes détracteurs. Et il y en a un qui a trouvé malin de répondre à ce message donc, qui était provoquant mais pas insultant, pas méchant.
on va dire. Cette salope qui se fout des profs qui bossent, quand est-ce qu'on la gode au fer rouge? Voilà. Alors curieusement, même sur le coup, ça m'a mis moins mal que le harcèlement que j'avais subi 15 jours avant. Mais ça m'a quand même scotché. Cette personne était sous pseudonyme et avait déjà menacé de mort des inspecteurs, était déjà allé très très loin dans des propos sur Twitter et dans des forums. Il s'est assez vite rendu compte quand même qu'il avait tweeté une énormité qui dépassait l'acceptable, donc il l'a assez vite effacé, il s'est excusé. Enfin bon, je vous passe tous les détails, mais il se trouve que j'ai la chance d'être dans un syndicat où je suis soutenue, entourée, où on me fait confiance, même si je leur pose quelques problèmes par ma visibilité sur les réseaux. Et donc immédiatement, j'ai eu du soutien public et du soutien privé par coup de fil en disant est-ce que ça va, etc. Et en me disant si tu veux, on te fournit un avocat, si tu as envie de porter plainte, le syndicat le prend en charge. Et je me suis dit, voilà, j'ai pas affaire à quelqu'un qui a eu un coup de folie, c'est quelqu'un qui est malveillant de façon répétitive. On me propose de prendre ça en charge. Je me sens, j'étais pas au fond du trou, j'étais pas trop mal, j'étais plutôt bien dans mon métier, dans ma vie personnelle. Donc j'ai décidé de porter plainte. Et alors je vais essayer d'aller vite parce que je me rends compte déjà que je suis très très longue. Donc j'ai déposé plainte, bien conseillé par mon avocate, comme il était sous pseudo, de porter plainte contre X avec fort soupçon sûr. Plein de gens savaient qui il était. Ça c'est pratique parce que ça évite en retour d'avoir une plainte en diffamation. Et comme il a reconnu les faits quand il a été convoqué suite à ma plainte, ça a évité aussi de passer par toute la case levée de l'anonymat par Twitter, etc. Donc ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut retenir et qui était plutôt bon de mon avocate. La suite a été moins facile, d'où le conseil de Sébastien. Alors après, ce que je n'ai pas compris, mais ça c'est les méandres de la justice française, c'est que moi évidemment j'ai porté plainte sur la deuxième partie du tweet. Quand est-ce qu'on la gode au fer rouge? C'est ça. Cette salope qui se fout des profs qui bossent, ça malheureusement c'était mon quotidien à l'époque. Mais ça a été requalifié, donc c'était appel à commettre des violences non suivies des faits, je crois, le terme de la qualification de ma plainte. Ça a été reconfiguré en diffamation. Et là, en diffamation, j'ai perdu parce que on était donc sur la première partie du tweet et que même si j'ai pu prouver que je travaillais et que je me préoccupais des profs et que même je travaillais pour eux et dans leur intérêt, c'était pas un fait assez précis. Il aurait fallu que ce soit quelque chose de très précis que j'avais mal fait. Bref, ça n'était pas une qualification au sens juridique du terme. Et là, mon avocate ne m'avait pas prévenue. Peut-être ne savait-elle pas elle-même ou n'a-t-elle pas osé me le dire que c'était perdu d'avance. Et quand j'ai entendu en audience que les propos n'étaient pas assez précis et que le procureur demandait la relaxe, je me suis dit c'est perdu, voilà. Sachant quand même qu'il a tweeté sur le quand est-ce qu'on la gode au fer rouge la référence littéraire, puisqu'il paraît que c'est une référence au roi maudit. Mais bon, lui est prof de lettres classiques, pas moi, et il a une plus grande érudition que la mienne. Et puis quand même, 3 ans et demi entre le moment où on porte plainte et le moment où ça arrive à l'audience, quelques milliers d'euros d'avocats, fort heureusement pris en charge par mon syndicat. Il ne s'est pas présenté à l'audience. J'ai trouvé ça, je sais qu'il a le droit, mais j'ai trouvé ça odieusement lâche. Moi, j'aurais aimé le voir assumer, me regarder, répondre aux questions du juge. Les juges ont été très bien. Enfin, ils m'ont écouté. Je me suis sentie écoutée, entendue. Voilà, la justice n'a pas répondu à mes espoirs. Moi, j'espérais condamnation symbolique, juste histoire d'arrêter le truc. Et entre les deux, quand même, tous ces soutiens. Alors, lui a disparu des réseaux. J'ai au moins débarrassé les réseaux sociaux de cette personne-là. Mais ces soutiens m'ont expliqué que j'aurais pas dû avoir peur parce que, alors j'ai découvert après coup, par eux, que c'était un homosexuel, donc un appel au viol de la part d'un homosexuel, j'aurais pas dû m'inquiéter parce qu'en fait, j'avais rien à craindre. Voilà. Il y en a même, tu vois, je suis contente de voir que ce n'est pas une réponse valable. On m'a aussi dit que les femmes comme les homosexuels étaient victimes de discrimination et que je devrais plutôt me sentir en empathie avec lui que de l'attaquer en justice. Enfin, j'ai eu droit à ce genre de choses de façon harcelante pendant les 3 ans et demi d'attente. Et puis évidemment, la jubilation de la relaxe, ça prouvait que j'avais tort de porter plainte et que je n'étais pas vraiment victime. Voilà ce qu'on peut récolter. Alors, merci beaucoup pour ces témoignages. Juste un petit point, Orga. Là, parce que... Du coup, toi non plus, tu n'as pas été une bonne petite victime qui s'est tue. Voilà. Un petit point organisation. Là. On a pris beaucoup de temps à
partager des témoignages, c'est normal pour moi et ça valait le temps d'y passer le temps. Maintenant, on peut faire un deal. Il n'y a pas de table ronde après, c'est la fin. Donc, est-ce que ça vous va d'aller plus loin et on creuse plus le sujet, ou tranquillement on s'arrête là-dessus, voilà. C'est à vous de voir, ouais. Et puis alors, parce que ça fait, peut-être toi, avant de passer aux t'es un peu questions, coincé. tu as des notions juridiques à soulever Non, par je rapport voulais- notamment à je son voulais sa- témoignage. Non, je voulais savoir si vous acceptiez de dépasser un peu, ou c'était coincé, Vlad. C'est quelle heure les Richards déjà 21h30, je crois. Oui, il faut faire la répète, c'est ça. Après, t'en fais partie aussi. On peut pousser un petit peu, mais si on pouvait ne pas abuser, histoire d'avoir le temps de manger avant les Richards, ce serait... Ok, donc on fera clairement pas tous les sujets. Sébastien, tu as un petit commentaire juridique. Après, j'ai un ou deux points que je voudrais vraiment aborder avec vous. Le temps de questions, c'est très important pour moi. Tout à fait, tout à fait. Je regardais pendant les témoignages, je regardais vos visages. Pardon. Et vous étiez ému, comme je l'ai été aussi. Puis vous avez ri parce que ce sont des gens qui, heureusement, sont arrivés à prendre la distance. Vous m'excuserez, mais moi, je suis un technicien du droit et j'ai une analyse, je vous disais, au ras des pâquerettes du code pénal. Donc, je vais vous paraître très froid et très clinique, mais c'est mon métier. Et je vous dirais que quand je me suis fait opérer de la colonne vertébrale, j'avais aussi bien l'intention que le chirurgien ne fasse preuve d'aucune émotion et qu'il fasse ses gestes techniques lui aussi. Les infractions, là, dans tout ce qu'on a entendu, là, les infractions sont clairement constituées. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. À chaque fois que j'ai entendu ces témoignages, je me suis dit, il y a des infractions qui sont constituées. Moi, en tant qu'universitaire, en tant que technicien, que théoricien du droit, j'ai tendance un petit peu à m'arrêter là. N'oublions jamais que le droit, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de droit, il n'y a que des preuves de droit. Si vous êtes victime d'une infraction, par exemple celle-ci, n'oubliez jamais qu'il va falloir prouver, parce que vous avez retrouvé en face de professionnels, tout d'abord gendarmes, policiers. Certains sont formés, pas tous, parce que hélas, on fait beaucoup d'efforts pour lutter contre l'insécurité. Donc moi, je préférais qu'on lutte contre la délinquance, mais on ne donne pas forcément les moyens pour vraiment former efficacement les gens. Donc, de plus en plus maintenant, parce qu'il y a enfin quelques règles administratives pour qu'il y ait des OPJ spécialisés dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, et que éventuellement les victimes puissent rencontrer les OPJ ailleurs qu'au commissariat. Mais ça, c'est hélas fort théorique. J'insiste beaucoup au sujet de cette émotion, parce que nous avons tous été émus, et n'oubliez jamais que le personnel politique joue sur ces émotions pour faire passer son message, souvent, hélas, de plus en plus répressif, que ce soit à droite ou à gauche. Je ne tiens pas un propos politique. Et je voudrais vous parler, par exemple, de la loi, je crois que c'est la loi de 2021, qui a suivi l'assassinat de Samuel Paty. Cette loi c'est pas la loi qui a suivi, ou plus exactement, c'est un article de cette loi qui est venu réprimer le fait de faire une menace de mort. C'était la moindre des choses de réagir, de poursuivre et de condamner les auteurs de ces horreurs. Mais l'ennui, pour moi, juriste, c'est quelque chose, les menaces de mort, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis depuis plus de 140 ans. Notre vieille loi de 1881 sur la liberté de la presse le réprimait déjà. Donc ne croyez pas que parce qu'on est ému, il faut que l'homme politique, que la femme politique réagisse et vous fasse croire qu'elle fait quelque chose ou qu'il fait quelque chose. Au contraire, on est en train de détruire le droit, de détruire notre démocratie en surajoutant des textes de loi les uns au-dessus des autres. Et par exemple, la mésaventure judiciaire qui est arrivée à Stéphanie pourrait parfaitement arriver parce qu'on a surimposé un nouveau texte de loi. Il suffirait, je ne vais pas vous faire un cours de procédure pénale, il suffirait que l'avocat de la partie adverse s'aperçoivent qu'il y a un mauvais fondement juridique pour faire tomber une poursuite et pour éviter
à un responsable, à l'auteur d'une infraction, une poursuite et une condamnation, comme ça a été le cas dans ton cas. Voilà, je m'arrête là parce qu'une fois de plus, le mauvais travail judiciaire est encore un de mes dadas. Vous voyez en quoi je suis froidement technique, j'en suis désolé. Alors, juste avant de passer aux questions, il y avait un point qui, moi, ressort dans vos témoignages, j'aimerais vous voir commenter, sur systématiquement, on va chercher tout ce que la victime ne fait pas bien pour la descente de son statut de victime, et finalement, on a le droit d'être victime que si on est parfait. Ouais, tout à l'heure, comme disait Vlad, il disait j'ai pas été une bonne petite victime, je suis restée, j'ai continué. Moi, j'ai été une bonne petite victime où je suis partie, j'ai tout arrêté et ça n'a pas suffi. En fait, on n'est jamais une bonne victime et toutes les raisons sont bonnes aussi pour se distancier, je pense, de la part des harceleurs, de l'acte d'harcèlement qui peut aller très loin, comme dans mon cas. Et je pense que il y a une barrière psychologique qui se met pour ces personnes-là aussi, parce que ces personnes-là sont persuadées d'être dans le bien, de lutter contre des personnes méchantes, comme il y a tout un narratif qui est créé. Toi, tu desservais la communauté gay, moi, j'étais une grande sorcière à brûler, réactionnaire, pro-fessée, pro-maltraitance, limite. Stéphanie, c'était la mauvaise enseignante, la mauvaise syndicaliste. Enfin, il y a tout un narratif qui fait qu'au final, les harceleurs sont persuadés d'être dans leur bon droit et de faire quelque chose de bien. Et du coup, on a beau rebondir, on a beau continuer, on a beau arrêter, qu'importe la réaction qu'on a, c'est jamais la bonne. Non, ouais, c'est ça. Et parce que personne ne se lève en se disant moi, je suis méchant. Non, ça n'arrive pas. Ces personnes sont absolument certaines d'être dans leur bon droit, mais il y a une espèce de logique qui est inacceptable en ce qui me concerne. Je refuse de penser comme ça. Et de toute façon, c'est jamais une logique de gentil. La fin justifie les moyens. Parce que, en fait, la personne qui m'a outé, c'était pas du tout une. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'aurais dû le préciser. C'était pas une attaque faite au doigt mouillé, genre allez peut-être. Non. En fait, c'était une personne qui était bénévole dans un salon dans lequel j'étais intervenu. J'y suis allé avec mon compagnon de l'époque, et je me cache pas. J'ai pas honte de mon orientation, et je me cache pas. Donc en fait, il a pu voir que j'étais avec un homme. Et quand je parlais de la fin justifie les moyens, donc lui, il a invoqué le fair outing, qui est un truc qui a été utilisé très très brièvement dans l'histoire de la militance LGBT. C'est le fait de rendre publique l'orientation sexuelle d'une personne, notamment des hommes et des femmes politiques, qui desservent la cause, par exemple en créant des lois LGBT-phobes, des lois qui vont contre les intérêts des personnes qui seraient a priori comme elles. Et bon, ça a été pratiqué par ACT UP notamment, mais pas pendant longtemps du tout, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était dégueulasse, et philosophiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise l'orientation sexuelle d'une personne pour lui nuire? En fait, philosophiquement, le message qu'on se transmet, c'est OK d'utiliser l'orientation sexuelle d'une personne comme une arme contre elle. En étant soi-même personne qui a cette orientation sexuelle-là, on se rend bien compte que ce n'est pas acceptable. Que dans l'orientation sexuelle, le genre d'une personne ne doit et ne peut être utilisé comme une arme contre cette personne. Ce n'est pas acceptable. Donc ça a été utilisé très très brièvement dans l'histoire de la militance, et ça n'est plus fait. Et donc lui, il est arrivé en mode, voilà, la fin justifie les moyens, ouais, je te descends pour ça, et je vais utiliser le fait que tu es queer pour te défoncer. Et c'est pas acceptable. Ça n'est absolument pas acceptable comme façon de faire. Mais il était persuadé de bien faire. Pour lui, la fin justifie les moyens, je desserre la cause. Alors, je n'ai jamais compris en quoi je desservais la cause, personne n'a jamais été capable de me l'expliquer. Mais un peu comme pour toi, tu vois, les gens ne regardent pas ce qu'on fait. Et j'ai une anecdote à ce niveau-là. On a fait un live sur l'orientation sexuelle et la génétique avec Jacques Balthazar, qui est un live que j'aime beaucoup, qui est un live qui m'a fait beaucoup de bien. Et beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vu font dire à ce live des choses dans lesquelles qu'on n'a pas dit. Et il y a une fois, sur Facebook, quelqu'un avec lequel j'ai commencé à échanger parce qu'on a parlé
On a parlé justement féminisme dans un post d'une personne. On a fait connaissance parce qu'on a répondu au même post. Et le mec a commencé à flirter avec moi. Mettons, il me demande, voilà, il se renseigne un petit peu sur qui je suis. Donc je lui dis, Vlad Tapaz, voilà, et je lui parle de ce que je fais. Tronchambier, il me dit, quoi, Tronchambier, mais c'est des homophobes. Alors déjà, donc vraiment, épidermique. Ben non, ils sont pas homophobes. Pourquoi tu dis qu'ils sont homophobes? Bah, ils ont fait un live homophobe, un truc sur la génétique. Je lui dis, mais tu l'as vu le live? Il me dit, bah non, je l'ai pas vu. Donc je lui envoie le lien. Et le mec devait être ou alors de très très bonne foi, ou alors avoir très envie de me pécho parce qu'il a été voir le live. Il a consacré 2 heures de sa vie à ce flirt. Donc je lui en suis reconnaissant parce que 2 heures après, il est venu me voir et il m'a dit, mais en fait ce live, il est génial. Obligé demain, je le partage je le partage dans mon association LGBT. On a fait un bon travail, je considère qu'on a fait un bon travail. Et beaucoup de personnes LGBT nous ont remerciés. Mais voilà, les personnes n'ont pas besoin de regarder, il leur suffit de regarder le titre, il leur suffit de regarder les tweets en réaction, et ça leur suffit. Donc à ce niveau-là, c'est la même chose qui t'est arrivé. Et en fait, les gens se font une idée de ce qu'on fait qui est totalement fausse, et ça leur suffit. Et à partir du moment où on est étiqueté méchant, quel que soit ce qu'on fait, on est méchant, et la première impression, bah, souvent, c'est celle qui reste. Et la fin justifie les moyens. Et après, ouais. Là-dessus aussi, j'ai vécu un peu une expérience similaire de gens qui ne connaissaient pas mon propos, qui connaissaient l'infâme Madame Captain, et qui se sont intéressés à ce que j'écrivais et à ce que je produisais comme contenu à l'époque, que vous ne retrouverez pas, peut-être avec Wayback Machine, mais j'ai tout supprimé après ma tentative de suicide. Et du coup, donc des personnes qui étaient embrigadées dans le narratif de méchante, un jour se sont intéressées à ce que j'écrivais, à ce que je produisais comme contenu, et sont venues me voir un MP en disant, en fait, pardon, quoi. Parce que ce que tu dis, je me reconnais dedans. Ce que tu dis, c'est sensé. Ce que tu dis, c'est quand même assez nuancé. En fait, je m'étais jamais intéressée à ce que tu disais. Un peu comme, du coup, cette personne qui n'avait jamais vu le live et qui disait « Oh, la Tronchambier, c'est des homophobes ». Je vais essayer d'être rapide. Donc, première leçon, ne jamais croire sur parole, même quelqu'un en qui on a confiance dans ce genre de choses. Et avant d'aller faire des remarques, vérifier par soi-même. Ou si on n'a pas le temps de vérifier, on s'abstient de faire des remarques. On a tous du temps précieux qu'on n'a pas à perdre forcément. Moi, je voulais revenir sur une idée reçue qui, je trouve, peut faire beaucoup de mal. C'est le fameux « don't feed the troll ». Don't feed the troll, c'est donc ne pas nourrir le troll, ne pas lui répondre, l'ignorer, etc. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, je ne dis pas que ce n'est pas une solution que l'on peut tout à fait librement mettre en place, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, ce n'est pas un principe absolu, certainement pas, parce que si on l'érige en principe absolu, ça veut dire que toute victime est coupable. Et d'ailleurs, spontanément, soi-même on a pu le faire avec d'autres ou se l'entendre dire, mais pourquoi tu lui as répondu? Mais pourquoi quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui dit quelque chose de désagréable, quelqu'un qui dit quelque chose de faux, j'ai le droit de lui répondre. Pourquoi il aurait le droit de m'insulter? J'aurais pas le droit de lui répondre. Et on arrive très très vite à l'idée que si la victime continue de se faire harceler, continue de se faire embêter, etc., c'est quand même un petit peu de sa faute. Voilà. Donc il faut... La victime, elle est victime, même si elle n'est pas parfaite, même si elle ne fait pas comme nous on aurait fait, même si elle a été maladroite, même si elle s'est un peu énervée en retour de quelque chose qui l'a énervée. Je vous ai parlé du tweet de départ qui a déclenché le harcèlement. Mon tweet était provocateur, probablement maladroit. Est-ce que pour autant ça méritait ce qui s'est passé après? Non. Non. Éventuellement, 2-3 tweets peut-être un peu acides en disant tu pourrais le dire autrement, c'est pas très sympa, mais certainement pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif parce que c'est un réflexe psychologique. C'est pas de notre faute, c'est pas parce qu'on est des méchants, mais on a tendance à penser quand on est face à une victime, surtout si c'est pas quelqu'un de proche et qu'on aime beaucoup, de se dire elle l'a un peu cherché, c'est un peu de sa faute. Pourquoi on a cette tendance psychologique? C'est parce que si c'est un peu de la faute de la victime, c'est-à-dire que nous on risque rien parce que nous on va pas se reconduire comme ça. Et donc le don't feed the troll peut faire partie de cette mécanique. Donc le don't feed the troll, c'est une bonne idée, c'est souvent une bonne solution, mais d'abord, elle n'est pas absolue. Moi, j'ai testé avec mes pires harceleurs de ne pas leur répondre pendant des mois et ils ont continué de s'acharner, donc il y a des exceptions pour lesquelles ça ne marche pas. Et puis, on a le droit de répondre. La victime, elle n'a pas juste le droit de se taire et de partir des réseaux elle a le droit de le faire si c'est trop dur. C'est pas du tout honteux d'abandonner parce que se préserver et préserver sa santé mentale, c'est vital, ne serait-ce que pour mieux revenir ou pour être plus actif et plus utile ailleurs. Mais voilà, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Merci. De pourquoi tu réponds au troll? Ah oui.
Oui, très important aussi, effectivement, rapidement. Le don't feed the troll, il faut penser aussi à quelque chose. C'est quand on ne répond pas à un troll, à quelqu'un d'agressif, à quelqu'un qui tient des propos insupportables. Là, je pense aussi, puisqu'on est dans le discours de haine, à des propos éventuellement racistes, homophobes, etc. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne se préoccupe pas que de la personne et de ce qui peut nous arriver à nous, mais il y a plein de lecteurs qui n'interviennent pas et qui sont des lecteurs curieux. Parmi eux, il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des personnes concernées, etc. Et quelquefois, répondre aux trolls ou aux messages agressifs, c'est recadrer pour les autres. C'est-à-dire, on sait que lui, on ne va pas le faire changer d'avis, on sait que lui, on va peut-être même le relancer, mais dire ce que tu dis là est inacceptable, ce que tu dis là est illégal, ce que tu dis là est insupportable pour moi. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une surenchère et dans une longue discussion, mais 1, 2, 3 messages bien sentis, éventuellement énervés, pour recadrer. Ou pour remettre d'aplomb une fausse vérité ou des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux, notamment publics, type Twitter, on a des lecteurs passifs qui sont influencés par ce qui se partage et qui se font aussi une opinion sur la base de ce que dit notre agresseur et ce que nous répondons nous. Alors, ça pousse aussi à l'exigence de la clarté de nos propos, de leurs mesures. Ils peuvent être agacés, mais en évitant d'être dans l'illégalité ou dans l'injure. Et une dernière chose aussi, sur laquelle on est tous les trois d'accord, personne, absolument personne, ne mérite de se faire harceler. Même pas nos harceleurs en retour. En fait, le harcèlement, c'est pas juste « Oh non, c'est mes copains, mais les autres, les méchants, ils ont le droit ». En fait, non, absolument personne ne mérite de se faire harceler. Et ça, c'est quelque chose... sur lequel voilà, on est vraiment d'accord. Déjà parce qu'on l'a vécu, on sait ce que ça fait, et on ne le souhaite pas même à nos pires haters, à nos pires trolls. Et vraiment, personne, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des débats d'idées, on peut s'engueuler, mais il faut vraiment avoir conscience que sur les réseaux sociaux, c'est un accélérateur de haine. C'est un accélérateur de beaucoup de choses, les réseaux sociaux, dont la haine, et personne ne mérite de se faire harceler. C'est ça, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que les gens sur Internet sont très très dépersonnalisés. On n'est pas face à une personne, on est face à des lignes de texte. Même cette personne a une photo. On est toujours face à une personne dont on peut très très difficilement capter les émotions et dont on peut très très difficilement capter la réception du message qu'on lui a envoyé. Et c'est encore plus vrai quand la personne a un pseudonyme, parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont tendance à penser que parce qu'on a un pseudonyme, c'est parce qu'en fait juste on n'assume pas, ou alors c'est parce parce qu'en fait on n'est même pas soi-même, quoi. Et le pseudonyme aussi, il y a un truc dont on n'a pas parlé sur le pseudonyme, c'est que les gens ont l'impression que parce qu'on a un pseudonyme, on est anonyme. Non, quand on a un pseudonyme, on se crée une identité en ligne, c'est complètement différent. Une personne qui a un pseudonyme va intervenir plusieurs fois. En intervenant plusieurs fois, elle va se créer une identité. Et donc en fait, elle n'est pas anonyme. C'est juste, voilà, en étant Vled Tapas, je ne suis pas anonyme. En plus, vous voyez à quoi je ressemble. Il y en a qui ont un pseudonyme, on ne voit pas à quoi ils ressemblent. N'empêche qu'à partir du moment où ils ont posté 10, 20, 30, 100, 1000 messages, eh ben, on peut voir un petit peu qui ils sont. On a des éléments sur qui ces personnes sont. Et ce n'est pas véritablement de l'anonymat. L'anonymat, ce serait à chaque fois ça change de pseudo, à chaque fois ça change d'IP, à chaque fois ça change de paf, 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 paf. Là, éventuellement, peut-être, on pourrait commencer éventuellement à parler d'anonymat. Mais non, ce n'est pas ça l'anonymat. On parle d'identité numérique. Ce sont deux notions qui sont complètement différentes. Et l'identité numérique, c'est quelque chose de totalement légitime qu'il faut prendre en compte, en fait. Et aussi, ce n'est pas parce que vous êtes sous pseudonyme que vous n'êtes pas une personne. Et que vous êtes d'ailleurs protégé contre la loi. Puis, je vous ai parlé beaucoup de répression, parce que c'est ce que l'on voit tous. Et je voudrais insister aussi sur la prévention. La prévention, moi j'aimerais autant que mes amis, mes anciens étudiants qui sont devenus magistrats ou avocats ou avocates qui s'occupent du pénal, j'aimerais bien qu'ils soient au chômage, qu'il n'y ait plus d'infraction. Mais ça, c'est purement imaginaire. J'ai beaucoup d'imagination, mais de temps en temps, il faut aussi redescendre sur Terre, avoir le principe de réalité. Il ne faut pas oublier que nous pouvons tous être des harceleuses et des harceleurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous déplaît, ce n'est pas parce qu'on essaye d'expliquer à quelqu'un qu'il est en train de faire fausse route qu'il faut qu'il arrête de raconter des conneries. Et puis maintenant que je me suis rapproché pas mal de la sphère sceptique avec le succès récent de ma chaîne, eh bien, je fais très attention. Et tu le disais l'autre jour quand on préparait, je crois, Stéphanie, l'intervention d'aujourd'hui, tu disais
avant de réagir, je commence par regarder si la personne, quelqu'un d'autre, lui a déjà dit la même chose. Parce que si une demi-douzaine de personnes ou 50 personnes lui ont déjà dit ça, si c'est quelque chose d'un petit peu désagréable, un petit peu incisif, bah, je saurais, si je suis la 51e personne, je pourrais me retrouver, sans le vouloir, avec la meilleure intention du monde, me retrouver moi aussi dans la peau du harceleur. Donc là aussi, la pédagogie, et heureusement que le REC est là pour nous. On prend quelques questions? On a le temps? Ok, alors, petite explication technique. Pour ceux qui sont proches, ils auront le micro. Pour ceux qui sont plus loin, soit ils se lèvent et ils viennent, soit ils parlent très fort, soit ils prennent le risque de ne pas être entendus dans la captation. Je commence. Alors, deux choses. Une chose qui n'amène pas de réponse et une autre qui en amène une réponse. La première chose, c'est que j'ai assisté tout à l'heure à une autre table ronde qui indiquait qu'effectivement, on a toujours tendance à accuser les victimes parce qu'on n'a pas envie de se sentir qu'on peut être la prochaine victime. La deuxième chose, c'est que les observateurs qui sont extérieurs, qui lisent, est-ce que le fait de vous envoyer ou de contrer en retour ce qui est dit par des messages positifs en MP ou peut aider ou pas? Alors, moi, très concrètement, j'ai vécu ça. Parce que mon harcèlement, comme je dis, ça a pris des mois. Donc, lors d'une grosse vague de harcèlement, il y a un collectif sur Instagram qui se montre, qui repère quand il y a du harcèlement et qui déclenche une vague de messages positifs pour contrer le harcèlement. Oui, ça aide. Oui. Concrètement, c'est quelque chose à faire. Pas répondre aux harceleurs, pas aller... Voilà. Parce que ça peut engendrer à nouveau du harcèlement envers les harceleurs. Mais la personne qui est cible, lui dire « Écoute, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais de ce que je perçois, je sens que tu as besoin du soutien ou je suis avec toi, juste un petit mot ou juste même un petit cœur, ça aide énormément. Même en MP, surtout en MP. Parce que du coup, si les harceleurs voient qu'on reçoit du soutien en public, c'est pas de l'huile sur le feu, c'est de l'essence sur le feu. Oui, pour aller dans le même sens et pour en profiter pour faire la pub pour mon bouquin. Je ne vous ai pas dit que j'avais un conflit d'intérêts. J'ai osé. Alors ça a été utilisé aussi contre moi au procès. Hein. J'ai profité de mon expérience pour écrire un livre. Donc, pourquoi demander des dommages et des intérêts? Donc, je vous le montre rapidement. Et il y a un blog associé sur lequel vous aurez des contenus gratuits qui s'appelle Dompter les trolls, Dompter ER, et où je parle justement de ce qu'on peut faire pour soutenir une victime. Donc, effectivement, les messages plutôt en message privé. Éventuellement lui demander si elle souhaite une intervention et dans quel sens, ou si elle préfère qu'on n'intervienne pas. Parce que parfois, on peut intervenir pour recadrer ou pour fermer le bec à un troll et mettre en malaise la victime, à tort ou à raison. Le plus important, si on veut soutenir la victime, c'est de vérifier avec la victime ce qu'elle veut. Et puis, si on la connaît ou si on a... moi, quand c'est un enseignant qui se fait harceler par mes harceleurs, je contacte en message privé. Si les messages privés ne sont pas ouverts, je fais un petit message public en disant « Est-ce qu'on peut se parler en message privé ?» Et je dis voilà, je les connais bien, je les ai subis. Si tu as besoin d'en parler, on peut se téléphoner. Comment vas-tu? Enfin, voilà, des choses simples. Si c'est une personne que je ne connais pas, soutien, c'est compliqué ce qui t'arrive. Enfin, voilà, il faut... Et ça, c'est vraiment rien du tout à faire. Il y a aussi le cas qui m'est arrivé récemment où j'ai vu le harcèlement de quelqu'un que je déteste. Là, tout simplement, alors j'ai fait ma curieuse, je suis allée lire et me dire que quand même, là pour le coup, moi je trouve qu'elle l'a cherché parce que voilà, il y a des trucs que je déteste. Mais elle ne mérite pas d'être harcelée. Et j'ai pas envie d'aller la soutenir et je vais pas aller faire mon hypocrite et aller la soutenir, mais je vais pas en rajouter une couche non plus en participant, même si je trouve que ce qu'elle a fait ne va pas et que j'aurai aussi mon mot à dire. Voilà. Je pense qu'on peut être un allié. Et puis si c'est un proche,
ce que je disais tout à l'heure, mais tout ça est précisé dans le livre, qui est plutôt un livre de prévention. Ce n'est pas un livre pour les gens au fond du trou, c'est plutôt un livre pour des gens actifs sur les réseaux sociaux et qui veulent savoir un petit peu quelles sont les différentes palettes de possibilités si on est confronté à des situations un peu délicates. Hein. Si on est au fond du trou, il faut se faire aider par des professionnels et pas juste acheter un livre. Donc on peut aussi lui proposer de documenter ce qui se passe, de surveiller pour lui, de faire les captures d'écran. Et on a ça dans un coin et on lui communiquera s'il en a besoin. Et ça, c'est très soulageant et très important. Et c'est très, très aidant. C'est valable d'ailleurs aussi pour le harcèlement dans la vraie vie, hein, de noter ce qui se passe ou de demander à quelqu'un de noter ce qui se passe parce qu'on a l'impression qu'on psychote, qu'on en rajoute, qu'on devient parano. Et d'avoir des éléments concrets et encore plus recueillis par quelqu'un d'autre, c'est très, très aidant. Donc du coup, moi, je réagis parce que effectivement, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Mais ça a continué sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai des connaissances qui ont fait cette cellule de veille. Et quand je me suis sentie assez forte pour porter plainte, donc à ce jour, j'ai déposé 3 plaintes, une nommément et 2 contre X avec des faisceaux de preuves vers certaines personnes. Tout ce travail de veille et de capture d'écran mais en fait, ça m'a permis de constituer les dossiers de plainte. Donc c'est très, très utile parce que quand on subit ça, se replonger là-dedans pour aller fouiller, chercher les preuves, machin et tout, c'est impossible. Psychologiquement, c'est impossible. Donc c'est vraiment essentiel que ça soit fait par des alliés. Et le signalement aux plateformes, Alors ça, même sans demander l'avis de la personne. Oui, voilà, c'est ça, franchement, parce que les personnes qui harcèlent, très très souvent, elles ne harcèlent pas une seule personne. Il y a quand même des profils. Hein. On dit on peut tous être harceleurs potentiels, n'empêche qu'il y en a qui sont harceleurs patentés, quoi. Ouais, quasi professionnels. Ouais, il y a un côté très très showbiz. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors oui, envoyer des petits messages, ça fait énormément de bien parce que l'air de rien, il y a une pression psychologique qui est forte et tu l'as dit et je le redis. Des fois, on se demande mais et s'ils avaient raison ? Quand 1000 personnes viennent pour vous dire ouais, tu fais du mal aux gens, tu fais du mal, t'es une mauvaise personne. Merde, peut-être que je suis une mauvaise personne. Alors le fait d'avoir de l'autre côté 1000 autres messages qui viennent pour nous dire non mais franchement je te soutiens, c'est bien ce que tu fais, c'est important, en fait c'est salutaire, c'est absolument nécessaire. Par contre, si vous le faites, faites-le pour la personne, le faites pas en attendant une réponse ou en attendant qu'on vous donne un sucre, quoi. Parce que ça, c'est arrivé. Je veux dire, des personnes qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir. Et bon, bah moi, j'avais pas la force de revenir sur cette histoire à ce moment-là. Genre vraiment, de dire juste répondre merci. Des fois, c'est dur. Mais le lire, ça fait du bien. Et 2 jours après, ouais, t'aurais pu répondre quand même. Ouais, t'as pris la grosse tête. Non, mais tu fais ça pour qui, en fait ? Voilà, tu fais ça pour qui ? Pour toi ou ça t'est arrivé aussi ? Ouais, bah voilà. Alors, moi, ça m'est arrivé donc, le jour même où j'ai fait ma tentative de suicide. Voilà, donc j'avais certains soutiens, celles qui m'ont désavoué par la suite, qui m'ont inondé de messages toute la journée, voilà, dont une en particulier, à laquelle je pense, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux ? De quoi tu as besoin ?» Et je lui ai dit « Mais j'ai juste besoin que machin, truc et bidule, arrête !» Et ça a fini en post Instagram à la demande de Madame Captain. Et du coup, j'avais rien demandé. Et donc, en fait, elle était venue pour elle, pour pouvoir dire quelque chose là-dessus, pour pouvoir montrer comme elle était un bon soutien. Mais du coup, ça s'est transformé à sa demande à elle. Du coup, je poste ça. Je dis, mais moi, j'ai rien demandé. Et vraiment, quand vous envoyez des messages de soutien, quand vous voulez, il a raison, Vled, n'attendez pas un sucre ou réfléchissez à qu'est-ce qui vous motive à le faire. Est-ce que du coup, c'est pour... parce que là, dans ce que j'ai vécu, c'était clairement des personnes qui cherchaient à afficher à quel point elles étaient des soutiens, à quel point tout ça pour 24 heures après avoir subi 24 heures de harcèlement intensif, retourner complètement leur veste pour coller au narratif dominant, on va dire. Donc oui, interrogez aussi votre démarche de soutien pour être sûr de soutenir les personnes, parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes au fond du trou, d'avoir des gens qui, le vendredi, disent « On est avec toi, tu pourrais venir chez moi si tu veux te reposer, loin de tout ça et tout », et le lendemain, disent « Ah non, mais en fait, elle était vraiment méchante. Pardon, j'ai eu tort. » Ah oui, et puis juste des fois, désolé, mais les messages, on les voit pas.
parce que dans les 1000 messages gentils, qu'on reçoit, ils sont mélangés aux 1000 messages méchants, et juste à ce moment-là, on n'a pas la force de les lire. On regarde pas, parce qu'en fait, il faut qu'on se préserve. Alors, juste le faire, oui, parce qu'il y a de fortes chances quand même qu'on tombe dessus, parce que dans ces moments-là, on va pas se mentir, on psychote et on actualise nos pages toutes les 2 secondes. C'est un mécanisme qui est complètement normal. Je veux dire, c'est pas sain, mais on le fait tous. On va pas commencer à s'en vouloir de le faire parce que c'est normal. Mais ouais, juste des fois, le message où il est lu, on vous répond parce qu'on a la force et que vous nous faites du bien. En fait, les messages comme ça fait du bien. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous le faites pour les victimes, bien sûr. Donc ça nous fait du bien, mais des fois, on ne peut pas les lire parce qu'ils sont noyés, pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement. Des fois, on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas la force. Donc dans ces cas-là, désolé et merci. Mais, voilà. Ouais. C'est ça, à partir du moment où on est des personnes publiques, c'est très compliqué. Okay. Du coup, j'aurais donc comme question déjà, je vais donc je parlais aux juristes au niveau des prescriptions des faits de harcèlement. Ça, comment dire, jusqu'à combien d'années on peut porter plainte après les faits de harcèlement? Je voulais, alors ça n'a pas été précisé ou j'ai pas entendu, au niveau des victimes, au niveau des messages, je l'ai vu sur des victimes qui se font cyberharceler, les injonctions au procès, c'est comment dire, c'est pas à vous de demander aux victimes de faire un procès, c'est à elles de savoir si elles ont la force de le faire ou pas. Ensuite, pour les je ne sais pas si vous êtes allé en commissariat, parce que vous êtes passé par un avocat, donc je ne sais pas si vous êtes allé en commissariat. Je ne sais pas si du coup les policiers qui vous ont accueilli, est-ce qu'ils ont tenté, involontairement, de minimiser les faits que vous avez subis? Bon, vous avez de la chance. Et dernière chose, par rapport, suite à ça, est-ce que vous avez, pas forcément des impressions ou quoi que ce soit, sur une fois que qu'on porte plainte, les moyens mis en œuvre pour la justice pour enquêter et que la justice requiert des preuves elle-même, et le nombre de dossiers classés sans suite? Alors, puisque je tiens le micro, je vais essayer de répondre rapidement. Donc, j'ai été très bien accueillie au commissariat, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, ça s'est bien passé. Pas de minimisation, au contraire. L'officier m'a dit c'est un prof qui vous a écrit ça. Bon, voilà. Donc, il a pris ma plainte, il a fait au mieux. Tu confirmeras, mais pour les faits de harcèlement, c'est 6 ans. Par contre, tout ce qui est diffamation, injure, c'est 3 mois. Donc, il ne faut pas se gourer. Il vaut mieux prendre un avocat parce que si on ne se constitue pas partie civile, c'est classé sans suite. Ça, c'est pour les moyens d'enquête, etc. Moi, mon affaire aurait été classée sans suite s'il n'y avait pas eu constitution de partie civile. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais si je n'avais pas eu d'avocate, je ne l'aurais pas su et j'aurais reçu l'avis qu'elle était classée sans suite au moment où c'était trop tard pour me constituer partie civile. Parce que pour le coup, moi, comme c'était requalifié en diffamation, j'avais que 3 mois. Donc, 3 mois, ça passe très, très vite. Il faut savoir aussi que les captures d'écran suffisent pour aller déposer une plainte, mais ne suffisent pas du tout comme preuve. Donc il faut de toute façon payer un huissier qui va attester. Alors pourquoi ça ne suffit pas? Parce que c'est très facile à manipuler. Faire une fausse capture d'écran, c'est très facile. Donc c'est normal, je trouve ça légitime. Mais donc il faut prévoir des frais d'huissier qui vont aller constater l'existence du tweet. Moi, dans mon cas, le tweet avait été supprimé, donc il a fait 80 pages de constat pour montrer les réactions au tweet, pour prouver que le tweet avait bien existé. Et c'est du boulot, parce que même si je lui avais donné quelques indications, c'est du boulot. Je ne sais pas combien ça a coûté, puisque ce n'est pas moi qui ai payé, mais ça a forcément un coût, et c'est normal, parce qu'il a travaillé pour ça. Est-ce que j'ai fait le tour des questions auxquelles je peux répondre? Moi, j'ai porté plainte donc, sur la lenteur du système juridique. Pour moi, l'acte de porter plainte, c'est l'acte final. J'attends rien de la justice parce que je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué. Sur mes 3 plaintes, je pense qu'il y en a une qui a des chances d'aboutir et les autres pas forcément. Et je pense que quand on est victime de harcèlement et qu'on décide de porter plainte, à l'aide d'un avocat pour rédiger la plainte,
il faut se préparer aussi à ce que la plainte elle aboutisse pas. Ou est-ce que même si ça aboutit, ça soit au final un non-lieu, voilà. Et du coup, pour ma part, le dépôt de plainte, c'est la fin. Je suis allée jusqu'au bout. Comme ça, si jamais il y a des faits de harcèlement qui émanent de ces personnes un jour à nouveau, il y aura cet antécédent-là. Mais pour ma part, je n'attends pas quelque chose de la justice, parce que je sais que s'il y a quelque chose, ça sera dans des années. Oui, vous avez répondu à tout ce que je pourrais en rajouter. C'est quelque chose que je dis très souvent aussi. Si la justice est aussi lente, c'est aussi en bonne partie parce qu'elle n'a pas de moyens. La justice française est dans un état de déliquescence financière absolument scandaleux pour un état de droit. Je m'arrête là parce que je pourrais vous en parler des heures aussi. Alors, je vous propose, on ne va pas prendre 50 000 questions parce que Vlad va avoir faim. Et quand il a faim, il est de mauvaise humeur. Mais je vois que mon personnage a déjà bien infusé. Allez, une dernière. Qui est la plus intéressante parce que, bon, allez, Alors, de toute façon, on va continuer à circuler, donc on pourra continuer à en parler. Hein. Bonsoir. Merci déjà pour le courage de vos témoignages. Ça aide, je pense, beaucoup de gens et c'est pas évident, donc merci à vous. Et je voulais savoir, comme j'ai regardé rapidement là, le site de l'Éducation nationale, il parle de cyberharcèlement, ou notamment quand la personne en est victime, ou si des gens ont vu une personne victime, ce qui est très bien, mais je voulais savoir s'il y a également quelque chose qui est prévu pour sensibiliser les gens justement à ne pas devenir cyberharceleurs malgré eux. Alors oui, la réponse est oui. Par contre, les enseignants manquent de formation, de temps pour se préoccuper de la question, parce que on disait que la justice manque de moyens. Je peux vous dire que l'Éducation nationale en manque aussi. Donc ça, c'est problématique. J'ai perdu le fil de mon idée. Oui, si, voilà ce que je disais hier et que je trouve très important. Il faut aussi arrêter de se focaliser sur les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes, il n'y a pas des problèmes de harcèlement, il y en a. Mais où sont les adultes qui leur montrent l'exemple ? Les pires harceleurs actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont des influenceurs, des journalistes, des professeurs, des hommes politiques. Alors, harceleurs directement ou qui appellent au harcèlement ou qui le justifient ou qui voilà, on est quand même dans une affaire où on a tous besoin d'être sensibilisés à la question. Et je trouve qu'on est très très laxiste avec nos figures. Voilà, on a quand même énormément d'adultes qui ont un impact sur les réseaux parce qu'ils ont des gros comptes et qui montrent un exemple absolument déplorable à nos jeunes, à nos enfants. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper d'éduquer nos jeunes et nos enfants, bien entendu. Mais si on commençait par balayer devant notre porte et par ne pas accepter et par recadrer et peut-être par retirer notre admiration à des gens qui se comportent de manière ignoble sur les réseaux, ça pourrait être un début de solution. J'ai des noms. Et du coup, je fais le parallèle avec tout ce qui est harcèlement de rue. On a une responsabilité individuelle de recadrer nos potes, de recadrer nos connaissances, de recadrer, voilà, quand on voit des gens... Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé en étant Madame Caten, dans le cadre d'une de mes abonnées qui s'était mis en tête de débunker quelqu'un qui n'avait pas le diplôme qu'elle disait qu'elle avait, mais bon, qui avait quand même au final la formation, qui avait juste pas le tampon du diplôme, mais qui avait toute la formation. Ça m'est déjà arrivé de dire, mais arrête, lâche-la, enfin, c'est bon, c'est pas grave. Et pourtant, la nana en question est une de mes harceleuses. Mais du coup, j'allais quand même dire à cette personne que je pensais être une copine, arrête, parce que là, ça vire à l'acharnement, ça vire au harcèlement, et on a tous une responsabilité individuelle de mettre un stop quand on voit des comportements comme ça, au même titre que les comportements sexistes, au même titre que les comportements racistes, au même titre, voilà, quand on voit que quelqu'un s'acharne, de lui dire mais en fait là stop, tu t'éteins ton téléphone, tu respires, tu vas faire un tour, si vraiment c'est un sujet qui te tient à cœur, tu prends le temps de faire quelque chose de construit et t'en parles une bonne fois pour toutes, et après tu lâches l'affaire, quoi. Voilà, on a une responsabilité individuelle de s'autoréguler entre nous, avec nos proches, avec les gens qu'on connaît.
Puis, t'as blagué là-dessus, mais c'est vrai, ce genre d'événement, ça aide beaucoup aussi. Et puis, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Mais c'est terrible de dire aussi, en fait, réussir à prendre le courage de parler quand on réussit, quand c'est le moment, quand les choses sont passées. Et parler pour ceux qui n'arrivent pas à parler, excellente remarque. Ou qui ne sont plus là. Ou qui ne sont plus là, malheureusement. Rechercher la justice et puis éduquer. Éduquer, bien entendu. Éduquer, chercher à éduquer les autres, mais aussi chercher à s'éduquer soi-même en s'interrogeant sur nos propres comportements, notamment sur nos propres comportements en ligne, parce qu'on parlait du fait d'éduquer les adultes. L'une des raisons pour lesquelles les adultes ont besoin d'être éduqués par rapport à leur comportement en ligne, c'est que en fait, c'est nouveau. C'est nouveau et nous-mêmes, on apprend en même temps. Alors, du coup, nous, on apprend en même temps. Et après, qui va apprendre aux jeunes? Ils vont apprendre tout seuls, évidemment. Les jeunes, de plus en plus tôt, ils ont des tablettes. Mes nièces sont bien plus douées avec des tablettes que moi, je l'étais il y a ne serait-ce que 10 ans. Alors qu'elles sont, elles sont toutes jeunes. Donc, voilà, les jeunes sont beaucoup sur les tablettes, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux. Donc, il faut les accompagner là-dedans. Et si on veut les accompagner, il faut aussi qu'on se forme nous-mêmes. C'est très, très important. Réussir à trouver le courage de parler, bien sûr, parler pour nous, parler pour les autres. Parce que oui, il y a un truc, ça on l'a pas forcément beaucoup dit, mais bon, ça c'est peut-être vu, parce que c'est vrai que voilà. Reconnaître qu'on est une victime, c'est dur. C'est très très difficile et c'est interprété par beaucoup comme un aveu de faiblesse. Ça n'en est pas un, mais on est humain et on le prend tous comme ça. Il y a énormément de personnes qui, en disant oui, je suis victime, ont la sensation de se placer dans une position de faiblesse. Et c'est difficile à reconnaître, parce que comme on l'a dit encore, le fait qu'on blâme les victimes, c'est aussi pour essayer de récupérer un petit peu de contrôle. Je vais prendre un exemple très commun. Ouais, mais en même temps, elle l'a cherché. T'as vu comment elle s'habillait court? Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se dit? Si moi je m'habille pas court, ça va pas m'arriver. C'est une espèce de tentative de récupérer le pouvoir et de se dire non, ça arrive aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut réussir à prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vraiment la première étape. Et puis j'ai l'impression que c'est ce que j'ai le plus dit sur ce salon, mais aussi apprendre à penser contre soi-même. C'est très important. On est tous des harceleurs potentiels. On est tous des dogpilers potentiels. Parce que c'est vrai que des fois on réagit à chaud, même sur un message qui nous outrage. On va avoir envie de répondre et voilà, on va potentiellement devenir le harceleur. C'est difficile, mais voilà, penser contre soi-même, c'est très important. Et arrêter de blâmer les victimes. Faut vraiment arrêter de blâmer les victimes. Parce qu'il y a un truc que je vous prédis, j'en suis sûr, c'est que cette intervention que nous avons fait aujourd'hui va être utilisée contre nous pour dire qu'on a encore instrumentalisé notre statut de victime pour faire parler de nous et pour faire notre beurre. Je vous le prédis. Et pour vendre ce livre, pour faire des vues, on trouvera quelque chose. Voilà. Et peut-être toi, pour faire dire, voilà, t'étais là pour te faire bien voir, voilà. Bien sûr, ce qui est vrai. Voilà. Oui, bravo. Voilà, la haine trouve toujours un chemin. Non, merci beaucoup pour ces témoignages, pour ces éclairages juridiques. Pour moi, ça clôture très bien mon REC, en tout cas. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Merci à tous, et puis bon spectacle, et bonne répétition de spectacle. Et manger. On va rester un petit peu quand même. Il y a des personnes qui n'osaient peut-être pas trop parler quand il y avait du monde. On va rester dans le coin si vous avez envie de parler. Voilà. La remarque qui était intéressante. Est-ce qu'on peut également...